Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Guy Donguet. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Une interview qui, je le rappelle, est dans le cadre de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent. Un projet qui est d'ailleurs rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent ou leur dévotion. Comment ça va, Guy, aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Eh ben, écoute, ça va très très bien. Je suis très contente de t'avoir en studio ici avec nous. Alors, on va pouvoir... oui, puis surtout que toi, tu es déjà dans les locaux de Toronto Ouest, exactement. Donc, ça a été plus simple pour toi que pour les autres invités en général. Alors, on va pouvoir reparler un petit peu de ton parcours et puis on va aussi retracer un petit peu tout ce chemin de vie depuis ta naissance. Ouais, comme tu dis, on va en dire des choses. Ouais. Mais avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, Guy, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, te présenter en fait pour les auditeurs de Choc FM 105.1 et puis nous dire d'où tu viens, où tu es né? Parler de moi, c'est toujours un peu complexe de parler de soi-même. Eh oui, en plus aujourd'hui on fait une interview spéciale sur toi. Ça. Donc, chef Guy Donguet, PDG de Kit Cuisine Santé, une entreprise alimentaire qui est spécialisée dans les repas chauds en milieu scolaire. D'où je viens, je suis originaire du Cameroun, où je suis né d'ailleurs. J'ai grandi et fait mes études hôtelières à Paris. Et après, en 2008, je débarque au Canada, passant par Montréal, Gatineau et Toronto. Ok. Alors justement, on va rester avant d'arriver au Canada et tout ça. On va faire un petit peu step by step. Ok. Alors, tu m'as dit que tu étais né au Cameroun. Est-ce que tu te rappelles d'un souvenir d'enfance quand tu étais là-bas? Un souvenir qui, je sais pas, qui t'a marqué? Là, quand je te dis ça, est-ce que tu te rappelles d'un souvenir d'enfance? Voilà, quand tu étais encore au Cameroun. Souvenir d'enfance, oui. Hein, donc, les gosses qui jouent tout nus sous la pluie, parce que le temps est beau et tout. Ben, il y en a pas mal de souvenirs d'enfance. Il y en a pas mal. Mais bon, après, maintenant, je préfère retenir les plus rigolos. Ouais. C'est ça. C'est quand même quand, après, avec le recul, on se dit, mais... il fallait être fou, hein. Il pleut, on est tout nu, on se balade sous la pluie parce que c'est une pluie qui est chaude, c'est agréable et tout. Donc voilà, c'est des moments comme ça que j'ai beaucoup aimé, que je retiens, quoi. Et est-ce que justement, quand tu étais enfant et que tu étais là-bas, est-ce que tu te rappelles d'un rêve? C'était quoi ton rêve, Guy, quand tu étais gosse? Parce qu'il y en a, ils se rêvent, je sais pas, être... astronautes, il y en a, ils veulent être pompiers, il y en a, ils veulent être policiers. Bon, c'est des clichés hein, de métiers de garçons en général. Je comprends. Mais est-ce que toi, tu te voyais déjà chef cuisinier? Est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de ton rêve ou c'était déjà autre chose? Non, pas du tout, pas du tout. Je me voyais un Michel Platini black. Donc, je courais après un ballon tout le temps, donc je me voyais footballeur, honnêtement, oui, c'est ce que je voyais, honnêtement. Et alors, pourquoi t'es pas devenu le Platini noir comme tu dis? Malheureusement, une fois en France, j'ai eu pas mal de problèmes de blessures, de genoux, de chevilles, donc ce qui fait que physiquement, je pouvais pas être à la hauteur. Je ne pouvais pas être à la hauteur parce que le sport de haut niveau, il faut être complet en termes de santé, il faut être complet, une bonne santé physique. Mais c'est quelque chose donc que tu prévoyais quand même, t'étais quand même... c'est quelque chose dont tu te projetais en tant que footballeur quand même. Oui, sérieusement, oui. Et tu avais passé des tests, tu avais fait des centres de formation. J'ai eu à passer des tests, j'ai même joué au niveau DHR à Paris FC. Et donc voilà, j'ai des souvenirs de rejouer comme Thierry Henry, j'ai fait la Coupe Gambardella, donc...
Ah ouais, donc pour ceux qui connaissent pas la coupe Bombardella, parce que tout le monde ne connaît pas, mais c'est une coupe qui est très 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 connue en France. Et il y a plein de grands clubs en fait qui font cette compétition chaque année. Exactement. Et ça mélange, si tu me coupes hein, si je me trompe, mais ça mélange des petites équipes Oui, et des grandes équipes. Voilà, c'est ça. Amateur et pro. Mais alors justement, donc tu es au Cameroun et tu t'envoles pour Paris. À quel moment tu t'envoles pour Paris? Et est-ce que ton choix pour t'envoler pour Paris à la base c'était par rapport au foot ou est-ce que c'était par rapport à tes études de Non, manière par rapport à générale? la famille. Par rapport au foot, rien à voir. Ok. C'est une coïncidence, donc voilà. Et alors donc avec ta famille vous emménagez à Paris en France. Je rejoins ma famille là-bas. Tu rejoins ta famille à Paris. Ouais. Et où ça à Paris? Parce qu'en général on dit Paris pour faire large, mais il y a toujours une petite banlieue, un petit truc qui se cache. Non, c'est pas la banlieue. Donc, j'arrive à la Porte d'Auteuil, dans le 16e, où j'ai passé quasiment pas mal de temps. Après, dans le 17e, Guy Moquet. Et voilà. C'est Paris, quoi. Paris, ouais. Paris. Et pour ceux qui aiment le foot, d'ailleurs, Porte d'Auteuil, c'est là où il y a le Parc des Princes. Exactement. Ouais. Ouais, c'était plutôt cool pour quelqu'un qui aime le foot d'arriver à Porte d'Auteuil. Oui, voir le Parc des Princes, je dis, c'est le premier bel édifice pour moi que j'ai vu. L'arrêt, c'est tout bétonné, tout rond. Waouh, c'est le Parc des Princes. Et puis le Parc des Princes a cette particularité d'être au-dessus d'un pont. Exactement. Ouais, au-dessus d'un pont et en dessous il y a le périphérique. Donc en fait, quand on traverse Paris en voiture, à un moment donné, on passe dessous et c'est toujours un petit peu Loin de Roland-Garros et tout. Exactement, ouais. C'est vrai que c'est plutôt des bons quartiers à Paris. Oui, et pas arriver dans les quartiers les pires au final. Ben non, honnêtement, c'est une belle enfance, arrondissement chic et tout, voilà quoi. Et alors du coup, donc tu continues ta scolarité à Paris et à ce moment-là, tu fais tes études d'hôtellerie-restauration. D'hôtellerie-restauration, oui. Elle te naît, où est-ce qu'elle naît cette vocation justement? Parce que tu disais que toi, tu te voyais plus en étant footballeur. Au final, tu deviens cuisinier, chef. À quel moment tu dis bon bah le foot ça risque d'être un peu compliqué, je vais peut-être me tourner vers autre chose. Le déclic, bon, il faut avouer aussi que j'aimais beaucoup la cuisine parce que je pense que je la tiens de ma mère, qui elle était restauratrice, donc elle était propriétaire de pas mal de gargotes un peu, donc du coup j'étais toujours derrière, j'aimais bien voir ce qu'elle faisait, je l'accompagnais, ce qui était un peu curieux pour un homme, très souvent, entre guillemets, les clichés. La place de la femme, c'est à la cuisine, donc on voyait un peu mal. C'est vrai, mais quand tu regardes, c'est un peu cliché, oui. Dans les familles, c'est vrai que c'est souvent la femme à la maison, mais quand tu vas au restaurant, le chef, c'est souvent un homme. Ouais, c'est vrai. Donc quand ça devient professionnel, c'est plus des hommes qu'on trouve chefs, mais il y a de plus en plus de femmes chefs aussi. Oui, c'est vrai. C'est certain. Donc je pense que c'est parti de là et aussi la venue des réel TV show, Hell Kitchen, choses comme ça. On voit des grands chefs à la télé. C'était un peu genre, waouh, c'est pas mal, c'est beau. Et du coup, comme je me cuisinais, je me suis dit, non, c'est ce que je vais faire. Et du coup, est-ce que ta mère, elle était contente parce que ta mère, c'est elle Non, personne ne voulait parce que oui, personne ne voulait. Parce qu'ils te voyaient déjà jouer au foot, donc ils ont dit, on a acheté des crampons, non, on a acheté des shorts. Peut-être pas parce que, pour dire vrai, dans la culture africaine, ou du moins bon, camerounais, je restais dans le pays que je connais le mieux. Être chef ou être cuisinier, c'était pour celui qui a raté sa vie. C'était un métier manuel. C'est raté sa vie. Bon, voilà, c'est par dépit qu'on va aller faire ça. Et très souvent, on le considérait comme des hommes de maison, des hommes à tout faire. Au service. Des services, des choses comme ça. Donc, c'était pas assez valorisé comme c'est là en Occident, comme en Europe. C'était comme un réel métier de bouche. Un métier de bouche, voilà, c'est ça. Donc, avec des écoles bien établies, avec des formations bien établies qui ne rigolent pas. Ah oui, bah voilà, oui. c'est ça. Donc, du coup, je dis, je vais y aller, je vais foncer, c'est ce que je vais faire, c'est ce que j'aime faire. D'ailleurs, et je pense que quand j'ai eu mon CAP, ils m'ont dit, OK, c'est bon, je pense que
Ça peut le faire. Ça peut le faire. Après, le bac pro, ah ouais, non, c'est bien. Tu continues? Je dis, ouais, peut-être jusqu'en BTS et tout. Il dit, ah non, on peut aller jusqu'à... Je dis, ouais, on peut aller jusqu'à master. Et oui, bah oui, parce que Oui. c'est ça, c'est vrai, c'est intéressant que tu le soulignes, Guy, parce que souvent, ces métiers un petit peu de manuel, entre guillemets, quand on passe par la case CAP ou bac pro ou quoi que ce soit, c'est vrai que les gens ont tendance à se dire, ouais, c'est vrai que c'est des études assez rapides, c'est juste pour aller vite fait sur le marché du travail. Mais au final, pas du tout, on peut aller très très loin. Et les métiers comme la cuisine, en plus, c'est un métier où on ne cesse jamais d'apprendre. Parce qu'il y a toujours des nouvelles techniques. Il y a souvent maintenant de plus en plus de restrictions alimentaires chez certaines personnes, donc il faut toujours trouver le sans gluten, trouver des alternatives. Et puis toi en plus, bon, on en parlera un petit peu après, mais toi qui travailles dans le milieu avec les enfants, faut toujours trouver des petites techniques, des petites astuces pour pouvoir faire manger aux enfants certains légumes qui boudent s'ils arrivent tels quels dans l'assiette. Donc voilà, ça reste aussi quelque chose de hyper créatif. Très créatif. C'est ça. Très créatif. Et je trouve que c'est ce genre de truc qu'on oublie de souligner parce qu'on se dit, oh bah au final c'est juste mélanger des épices, mélanger des aliments et puis on met ça dans une assiette. C'est vrai que non. Il y a bien plus que ça. Et alors du coup, quelle est l'école que tu as fait? Est-ce que tu as fait une école comme Ferrandi, une école d'hôtellerie ou tu as fait une école d'hôtellerie classique, l'OPNT de Levallois, après voilà, c'est tout, une école classique. Et tu as commencé à faire des stages en restauration et c'est là où tu t'es dit, allez, c'est ça me plaît, c'est ça que je veux faire. Oui, oui, donc surtout que la 3e année, j'étais en alternance, donc travail et école, ouais, c'est ça. C'est pas un travail, mais entreprise, parce que là, tu travailles pas, tu n'es pas rémunéré, mais tu es en alternance. Quand tu es en alternance, tu touches un tout petit peu de sous normalement. Oui, c'est juste, bon, c'est pas grand-chose. Oui, c'est histoire de prendre le train sans frauder. Sans transport et tout, voilà, pas grand-chose, j'appellerais pas ça un salaire. Non. Donc, c'est ça. C'est vrai que les stages aussi, c'est vrai que la première fois, j'arrive, comment ça s'appelle encore, à la Tour d'Argent. Ah. Ouais, tout rikiki. J'ai toujours ce souvenir où j'arrive le premier jour de mon stage, t'as tous les vigiles qui me disent par la porte là derrière, oh le plongeur c'est derrière et tout. Ah, je dis que non, je suis pas plongeur, j'ai ma petite mallette et tout. De couteau? De couteau et tout. C'est quoi tes cuisines? Ouais, j'ai fait mon stage en cuisine parce que voilà, je fais cuisine. Tout. Non, c'était un peu surprenant parce que j'étais le seul black entre guillemets, et que tout le monde arrivait, on dit que mais non, c'est pas possible. Non, je pense oui, c'est pour ça qu'ils ont cru que tu étais le plongeur. Exactement, en fait. c'est ça. Je dis non, excusez-moi, je veux mieux que ça. Non, excusez-moi. Donc, je commençais à. Je me rappelle, je crois, le premier jour, on m'a mis éplucher des pommes de terre et tout, éplucher des carottes. Je le fais, tranquillement, je fais là, dans ma tâche, de façon correcte, bien, je respecte des consignes comme il faut. Mais au bout de 2 jours, ils m'ont sorti de là, ils m'ont dit entre-métier, tu vas suivre l'entre-métier, tu vas faire des choses plus intéressantes et tout, parce que voilà, on voit que tu as touché, on voit que voilà, on peut sortir quelque chose de toi, c'est pas la peine d'éplucher des patates, d'éplucher des carottes et tout. Oui, puis c'est pas en épluchant les pommes de terre que tu mettais en avant tout ce que tu avais appris. Tout ce que j'ai appris, c'est ça. Exactement. Et justement, est-ce qu'il y a un plat, vu que ta mère, elle faisait déjà de la cuisine, est-ce qu'il y a un plat qui te marque ou qui a marqué un peu, tu sais, la Madeleine de Proust, tu vois, le truc que quand tu le manges ou quand tu le sens, tu dis « Ah, ça me rappelle tellement de souvenirs. Ouais. » Est-ce qu'il y a un plat que ta mère, elle a pu faire quand tu étais plus jeune où tu t'es dit « Oh, mais ça, c'est le plat incontournable. » Le plat incontournable, ben, le plat africain, incontournable. Parce que, curieusement, moi, c'est la cuisine européenne, ça a été vraiment française, italienne. Oui, parce que ta formation, elle a été en Europe. Exactement, c'est ça. Donc, moi, je resterais plus sur ce plat traditionnel que j'affectionne plus que tout au monde. C'est un mélange de pommes de terre bouillies, avec du haricot bouilli, pilé, avec du riz rouge, des oignons frits, un peu d'écrevisses. Écrevisses, ok. Oui, wow. Très simple et très bon. Et ça s'appelle comment? Des pommes pilées. Pommes pilées. Pommes pilées, tout simplement. Eh ben, ça se trouve, les auditeurs de Choc FM 105.1, ils voient très très bien ce que c'est. Moi, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est, mais il est 12h30, j'ai très faim. C'est aussi bizarre que ça, c'est ce que j'aime le plus. Et quel est le plat que toi, tu préfères réaliser? Que je préfère réaliser? J'aime travailler les poissons surtout. T'aimes cuisiner le poisson? Ouais, j'adore le poisson en papillote, j'adore.
Et est-ce que c'est des choses que tu arrives à mettre en place? Bon, on en parlera après hein, de Ouais. Kit Santé, mais Mhm. est-ce que ici, dans le milieu dans lequel tu travailles maintenant, est-ce que tu arrives justement à mettre du poisson ou est-ce que les jeunes maintenant, c'est un peu difficile de leur en faire manger? Oui, c'est un peu difficile, mais j'ai adopté une philosophie. Pour moi, vendredi, c'est poisson. Tous les vendredis, c'est poisson. Ah, je me Des gros de rappelle force. quand j'étais à l'école, je ne mangeais pas de poisson. J'ai toujours du mal à manger du poisson, c'est vrai. Mais je fais une allergie psychologique. Donc Ouais, si mes parents psychologique, c'est entendent, ça. ils seraient en train de Comme rigoler beaucoup parce que c'est, d'enfants. voilà, je sais pas pourquoi, c'est dans ma tête. Bref, et je me rappelle que tous les vendredis à l'école où j'allais quand j'étais petite en région C'est la parisienne, tradition, oui. il y avait du poisson. Ouais. Sauf que moi, chiante que je suis, je faisais de la gym quand j'étais petite à un bon niveau. Mhm. Et le vendredi, c'était le jour où j'avais beaucoup d'entraînement. J'avais 4 heures d'entraînement après l'école. Ouais. Et du coup, moi, je mangeais rien à la cantine le vendredi parce qu'il y avait poisson. Alors du coup, j'avais pas tapé un scandale parce que je suis personne, mais je veux dire, j'avais parlé avec la directrice de l'école, puis j'avais dit, vous Mhm. savez, le vendredi, il faudrait changer, que ce soit pas tous les vendredis, parce que moi, le vendredi, je mange rien. Et du coup, on avait réussi à le déplacer au mardi. Voilà, comme quoi, des fois, les traditions, faut les bouger Ouais, un vous petit bousculez peu. les côtes, mais sinon, chez moi, c'est des traditions. Le vendredi, c'est poisson. Oui, puis comme ça aussi, ça met un repère dans la semaine pour les enfants, et puis pour Ouais, les tout à parents fait. aussi, ils Même savent un si je petit peu. propose autre chose, je vais quand même proposer du poisson. Ok. Ouais. Je peux avoir une alternative, un deuxième choix, mais le poisson, de facto, il est présent. Ouais, et au moins, ça rassure aussi les familles de se dire, au moins dans la semaine, ils savent qu'il y a du poisson dans les Ouais, assiettes, quoi. tout à fait. Bon, alors on va revenir un petit peu sur toi. À quel moment tu te dis, bon, la France, c'est sympa, mais moi, j'irais bien voir ailleurs? Alors, tu m'as parlé de Montréal, tu m'as parlé de Gatineau, tu m'as parlé de tout ça, mais à quel moment dans ta tête tu t'es dit, bah, en fait, ouais, la France, c'est cool, Paris, c'est sympa, j'ai fait pas mal de choses, mais je pense que j'ai envie d'aller voir si l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs. À quel moment? Au fait, le déclic est venu d'où? Tout simplement d'une remarque qu'on a faite à mon sujet. Je peux de toute façon, je peux parler, je peux mentionner hein, librement aujourd'hui, c'est pas après Allez, 14-15 ans. libère la parole. Donc, je vais pas nommer quand même les personnes concernées parce que les personnes exercent toujours à Paris. J'étais à la Porte-Maillot, comme un restaurant, un grand groupe. Donc, où je crois que je vais faire quoi, 5-6 ans là-bas. Je commençais là-bas comme commis, chef de parti et sous-chef. J'étais sous-chef. Donc, je faisais mon boulot qui était beaucoup apprécié. Donc, Et toi, voilà. tu t'étais épanoui aussi dans ce Oui, que tu j'étais faisais? épanoui. Non, j'étais vraiment épanoui. Malgré le fait que c'était très difficile parce que nous, on bossait en coupure. Donc, on commençait à 8 heures. On arrêtait à 14 heures. On revenait à 18 heures pour faire à 23 heures. Ouais. Et ça, C'est vrai que quand on travaille dans la 7 sur 7. restauration, il faut Ouais, avoir un rythme, hein. exactement, c'est ça. Donc, du coup, 7 sur 7, les jours de repos peuvent tomber en semaine, comme en week-end. Et très souvent, très rarement en week-end parce que le week-end, il y a du monde. Exactement, ouais. Donc, je faisais mon boulot comme tout le monde. Et à un moment donné, je commençais à réclamer comme tout le monde parce que je savais que, voilà, je méritais mieux que ça. Oui, et Ce que puis à un moment j'avais. donné, il faut C'est savoir ça. valoriser les gens avec qui on Exactement. Et en travaille. même temps, j'avais un chef, excuse-moi l'expression, pour moi, Je n'en foutais pas. était tout sauf un chef. Hmm. Donc, je me tapais tout le boulot et un jour, je disais de restauration, je ne sais pas s'il a fait exprès ou quoi, ils font une réunion annuelle parce que ce monsieur avait quand même 7 ou 8 restaurants dans Paris que des catéchiques, donc pas de 16e, 17e, 8e, 7e. Mhm. Donc, un jour, à table, on est en train de prendre notre repas de midi, de 11 heures avant que les Avant clients le arrivent. rush du Oui, service, là, ouais. il sort de que hier, il était à la réunion avec tout le bord et tout. Et du coup, quand ils ont proposé que le chef Dongué prenne la place du chef parce que le chef partait, on avait finalement limogé. Non, il n'y a pas de chef et tout. Je faisais le boulot de chef sans être chef. Donc, il me sort. Mais quand il me propose au directeur, au président du groupe, il a dit oui, je vais bien, mais proposez-lui un salaire conséquent,
Parce qu'un black qui paraît à la file de Paris Match, c'est pas forcément bon pour le restaurant. Ah oui, donc clairement une remarque raciste, clairement. Oui, on va pas chercher midi à 14h, ouais, c'est raciste. Parce que voilà, on venait d'obtenir un macaron Michelin, faut te dire. Un black qui paraît à la file comme chef exécutif de ce groupe, je pense pas que serait bien accueilli par la communauté de Neuilly-sur-Seine, parce que la clientèle de Neuilly-sur-Seine, on passait sur le pont Porte-Maillot, là, on était au restaurant. Et du coup, je n'ai pas apprécié. Ben, je peux comprendre. Je n'ai pas apprécié la remarque, et après, 3 mois après, j'ai décidé d'entamer ma procédure pour immigrer au Canada. C'est quelque chose qui me trottait déjà à l'idée depuis longtemps. Et je suis à la maison de Coq. À l'époque, c'est pas juste jours, il y avait la maison du Québec à Paris. D'accord, ouais. Oui, en 2007, là. Donc, je suis allé prendre des renseignements et tout, pour immigrer comme travailleur qualifié et tout. Au bout de 6 mois, j'ai eu ma résidence permanente, parti comme travailleur qualifié. J'avais d'ailleurs un contrat quand j'arrivais parce qu'à l'époque, il y avait Destination Canada à Port de Charletti, côté du 13e. Donc, j'étais allé là-bas. Comme un forum, un petit peu. Ouais, Destination Canada, où tu as des employeurs canadiennes qui viennent s'installer. Voilà, qui viennent et puis qui te disent, voilà, moi j'ai envie de trouver des talents comme toi, parce que eux, au contraire, ils sont peut-être pas dans le racisme, ils sont plus dans le rassemblement, on a besoin de monde. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, pendant ce forum, j'ai eu la chance d'avoir un contrat. J'ai eu un contrat à Montréal, dans un grand hôtel. Je suis débarqué à Montréal, dans le dit hôtel. Très content de commencer une nouvelle vie et tout. Bon, malheureusement, 2 jours après, quand je me rends à l'hôtel, je me rends compte que c'est une industrie, c'est pas ma place n'est pas là-bas. Pas dans un hôtel, en tout cas. Oui, pas dans ce genre d'hôtel où, voilà, c'est des tonnes de patates qu'on épluche en longue journée, des carottes et tout. Je dis, une espèce de buffet. Je sortais quand même, on disait, de la table. Oui, et puis surtout que toi, tu avais été dans des établissements avec une étoile Michelin, ça fait du sens pour toi d'être quelque part où... Mais non, c'est pas... Avec un certain art de la table, quoi. Mais non, voilà, c'est ça. J'ai dit, mais non, c'est pas ma place, je suis pas là. C'est pas qu'on appelait ça, enfin, la collectivité. Le collectif, c'est ça. J'ai dit que non, je suis pas dans le sens collectif, j'ai jamais fait ça. J'ai dit au monsieur, malheureusement, je pourrais pas. Et il me croyait pas, il dit que non, malheureusement, je ne peux pas. Désolé, je ne peux pas. Le truc, c'est que tu peux pas aller aussi à l'encontre de ce que t'es dans tes tripes. Si toi, tu te sens que c'est pas ta place, il faut savoir. Ça demande du courage, au final, ce que tu fais. Parce que, à un moment donné, tu te dis, j'ai traversé l'océan, j'ai quitté ma famille, je viens... pour venir faire ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut aussi se sentir bien quand on travaille. C'est ça. Donc, et du coup, le même soir, je vais sur le site d'Emploi Québec. Je commence à chercher, je tombe sur une annonce, un hôtel dans le Vieux-Montréal, hôtel X, hôtel X, dans le Vieux-Montréal. Je me présente là-bas, j'appelle, j'envoie mon CV, je me suis dit, peux-tu venir? Je dis oui. Et là, je me déplace, je prends le train, je me retrouve dans le Vieux-Montréal, je me renseigne comme je peux, je trouve l'endroit. Au bout de 10 minutes avec le monsieur, il me demande, est-ce que tu peux commencer ce soir, tu viens ce soir? Je dis non, je commence tout de suite là. J'avais mon sac à dos, j'avais mis 2 couteaux, couteau chef, couteau de fils et ma veste. Il me regarde comme un fou, il dit que non, je commence tout de suite. Mais c'est bien parce que ça montrait que tu étais motivé, que tu étais prêt, que tu étais... Non, parce qu'il me dit que non, je suis dans la merde, je n'ai pas de personnel et tout en ce moment. Est-ce que... Je dis non, tu n'as pas de personnel, je suis prêt à travailler, je commence là tout de suite. Et là, je commence. Je crois qu'à l'époque, il m'a proposé 14 $ de l'heure. De toute façon, ça ne m'intéressait pas, l'argent. Toi, c'était la passion qui t'habitait plutôt. Il fallait que j'intègre. Oui, puis même, c'était aussi la passion de faire ce que tu faisais aussi. Exactement, c'est ça. Donc, il fallait que, voilà, que je... Voilà, pour montrer de quoi je suis capable, surtout. C'est ça qui m'intéressait. Oui, parce que tu peux avoir le meilleur CV du monde sur le papier. Exactement. Si une fois qu'on te met derrière un fourneau, au final, il n'y a pas grand-chose qui sort, c'est pas la même chose. Après, il me dit, c'est bon. Je dis, moi, ce soir, je peux revenir, il n'y a pas de problème. Et je reviens le soir, on travaille. Le lendemain, dès 8 h, il m'appelle.
Il me dit non, si je donne 14 dollars de l'heure, tu ne vas pas rester ici. Si je t'embauche à l'heure, tu ne vas pas rester ici. Je donne un tarif fixe. Ok. Je dis ok, il n'y a pas de problème, ça prend. Donc j'ai pris, je crois que j'ai fait 6 mois. J'ai un chef, ils ont embauché un chef exécutif qui est arrivé. Je crois qu'il sortait de l'UQAM. Ok. Ouais, il s'occupait de la cafétéria de l'UQAM et tout. Très bon, monsieur très bon. Olivier Dubolpi, et monsieur qui m'a beaucoup marqué. Donc au bout de 3 mois, il m'appelle, il me dit chef, il y a une place au Place de Lac Lémé à Gatineau, au Hilton, cherche un sous-chef. Je pense que tu serais mieux là-bas. Il dit parce que tous les week-ends, parce qu'en passant, entre parenthèses, mon épouse travaille pour le fédéral, donc elle vivait à Ottawa, et moi je faisais Tu faisais la navette avec la Montréal. navette. Bon, elle me dit non, il y a une place là-bas et tout, pourquoi tu n'essayes pas de voir si tu peux aller là-bas, c'est plus facile pour toi. Je connais le chef qui est là-bas, Peut parler de je peux toi. parler de toi et tout. Donc, c'est ce qu'il a fait effectivement. 2 semaines après, je dépose mes couteaux au Lac Lémé, à Casino, comme sous-chef. Et tout. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Donc, 3 mois après, c'est le même chef qui me dit il y a une place de chef exécutif d'un club de golf privé. Toujours dans Oui. la région, là-bas, vers Dans la Gatineau. région, ouais. Il me dit non, ta place n'est pas ici. Je dis mais finalement, ma place est où alors? C'est ça. Dans le baccarat qui a 3. C'est quoi, c'est des diamants qu'ils appellent ici? Ouais. Oui, le baccarat qui a 3 diamants et tout. Il dit que non, au baccarat, je suis quasiment plein. Le Hilton, ils font le brunch, tu ne peux pas parce que tu ne vas pas faire ça et tout. Il me dit voilà, il y a une place là-bas, est-ce que tu peux. Est-ce que ça t'intéresse? Il faut postuler. Non, je dis, oh, pourquoi pas? C'est comme ça que je vais déposer mon CV dans ce club de golf privé, qui est très réputé même, Olivier Mead. Une semaine après, j'ai le directeur qui m'appelle. Fait l'interview, tout le monde qui est là et tout. Ok, il me pose plusieurs questions concernant le travail. Bon, je réponds de façon très sereine, hein, très simple. Je réponds naturellement. Oui, puis tu as moins la pression aussi parce que toi, tu viens parce qu'on t'a Oui, suggéré c'est ça. que ce serait Donc, un c'est bon pas comme endroit si pour je toi. cherchais Mais un boulot voilà, et c'est tout. ça. Donc, je suis vraiment très ouvert et tout. On passe un bon moment. Je crois qu'on a passé à peu près 1h30, 1h45, hein, ce qui est Ah très oui, long pour une entrevue, une ouais. entrevue. Donc, c'est là où le directeur me dit, bon, il me dit, OK, on te rappelle. Faut magique, on va te rappeler, on le laisse savoir d'ici 3, 4, 5 jours. Donc, finalement, c'est pas, finalement, ils vont faire un autre choix. Ok. Ils vont prendre quelqu'un d'autre. Sauf que lui, ce qu'il fait, je ne sais pas pour quelle raison, il prend quelqu'un d'autre, mais il sait qu'il a besoin d'un sous-chef. Donc, il prend le CV, il prend mon CV, met au-dessus, il donne au chef qui est embauché, il dit, voilà un CV qui est très intéressant, peux-tu l'appeler? Et toi, tu avais déjà passé l'entretien pour ça? Non, pas être chef. Oui, voilà, pour ce poste-là, en Oui, fait. pas être chef exécutif. Donc, le chef exécutif en place qui est embauché, donc il m'appelle. J'arrive, il fait son interview et tout, il me dit, voilà, il a besoin d'un sous-chef, il voit un peu mon parcours, il pense que je serais la bonne personne pour le seconder, ce n'est pas là. Bah, je ne lui dis pas que j'étais là avant, que j'ai postulé pour le poste qu'il avait bien avant. Donc, je dis, ok, je vous reviens dans 2 jours. Donc, je retourne au casino, je vois mon chef, je pose le problème. Il me dit, accepte. J'ai accepté. Je dis, ok, d'accord, j'ai dit, ok, c'est bon. Donc, on a commencé, comme ça, il était chef exécutif, j'étais sous-chef, donc je faisais mon boulot sans pression, aucune. Entre-temps, j'ai une offre pour enseigner au collège, la cité collégiale, en gestion hôtelière. Pour enseigner, là, du coup. Pour enseigner. Et c'est quelque chose qui t'avait déjà effleuré l'esprit? Pas du tout. Ouais, ok, c'est rigolo, du coup. Pas du tout. Et c'est quoi? J'ai aimé ça.
Bah oui, parce que je trouve que J'ai j'allais aimé dire, ça. t'as ce côté très flexible, je trouve. Ouais. Parce qu'il y a des gens, tu vois, quand ils viennent s'installer dans un pays étranger, ils vont pas prendre trop de risques. Ils vont trouver un petit job, histoire de faire un peu leurs preuves, et puis après, ils vont en trouver un qui est un peu plus dans leur industrie, on va Ouais. dire. Et puis, une fois qu'ils ont la planque, entre Mhm, guillemets, mhm, tu vois ce que je veux dire? mhm. Ils vont rester parce qu'ils Une se zone de disent, confort. voilà, besoin de confort, et puis aussi de dire oui à tout comme toi tu le fais. Je trouve que ça demande du courage parce qu'en Ouais. fait, ça repart à zéro à chaque fois. Ouais. J'ai dit oui, mais c'était à temps partiel. Non, j'avais mon boulot, mais à temps partiel. Ouais, donc tu Quelques gardais quand heures. même un pied Oui, dans la oui, cuisine et puis il y avait un pied dans les salles de exactement, classe. et je Du vais coup. faire ça. Donc, et du coup, on m'apporte le référentiel sur mon lieu de cuisine où j'ai appris. Cuisine de référence, Ouais. hermétique. Donc, on me donne, on me dit voilà, voilà les plans de cours, voilà, voilà ce qu'il faut faire. Je dis OK, donc j'accepte. Je continue à faire. Un jour, je suis en plein cours, c'est le directeur qui m'appelle. Il me dit, chef, t'es prêt? Il dit, prêt pourquoi? Toi toujours très détendu. Ouais. Je lui dis, prêt pourquoi? Il me dit, est-ce que t'es prêt? Je lui dis, mais prêt pourquoi? Il me dit, je viens de virer le chef. Je dis, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah non, viens, on parle au téléphone, je te dirai quand on est dans mon bureau. Donc, le lendemain, j'arrive, il me dit, je viens de virer le chef. Voilà, tu prends le flambeau, tu es le chef exécutif de ce groupe. T'as accepté. C'était naturellement. Forcément. Ben, forcément, j'ai accepté. Du coup, j'ai passé, je crois, 4 merveilleuses années là-bas. Je garde que des bons souvenirs. J'ai eu l'honneur de faire le centenaire de ce club de golf avec 1500 couverts, Ouh. 4 services à l'assiette. Ouh. Et c'est quelque chose qui a marqué. T'en es encore fatigué. Aujourd'hui. Donc j'ai eu le centenaire, quand même, j'ai eu l'honneur de diriger ce centenaire et tout. Et un matin, j'ai dit non, j'arrête tout, je me lance en mon propre compte. Et C'est comme ça, j'étais très bien payé, j'ai pas de problème. En hiver, j'étais payé, j'étais en vacances en hiver, je travaillais. Donc du coup, à un moment donné, il te fallait plus. je m'ennuyais un peu, je dis bon, il faut que j'entreprenne, que je suis entrepreneur et tout. Surtout que entre-temps, j'étais cofondateur d'un restaurant qui s'appelle le Poulet DG, à Gatineau. On avait un petit restaurant, on faisait des grillades de poulet et tout. C'était vraiment un peu fusion africain-canadien, Oh, ok. ouais, avec un collègue sénégalais. Entre-temps, donc je commençais déjà à m'habituer À la si vous vie un voulez, petit peu à d'entrepreneur. Ouais. Exactement, c'est ça. Donc, on a ouvert ce restaurant. Et un matin, au club, j'ai eu mon directeur, je lui ai dit... non, en fait, ce directeur était parti en retraite, donc il y avait un nouveau directeur qui est arrivé. Je lui ai dit que non, j'arrête tout. Ouais, tu sentais qu'il fallait faire autre chose. Ouais, j'ai bien donné, j'ai fait la relève, j'ai bien formé celui qui était là, donc j'ai parti devant la tête haute et tout. Et du Sans coup, problème. quand tu décides de dire, bon, allez, là c'était sympa, j'ai fait 4 belles années, j'ai fait 1500 couverts à l'assiette pour cette soirée centenaire, entre autres, hein, parce qu'en Ouais, 4 c'est ans, ça. t'as dû en faire, hein, des Ouais, gros ouais, services. oui, non, oui, On se pendant... doute. C'est très occupé pendant l'été, donc... Oui, et puis c'est Ouais. surtout que c'est un certain standing aussi. Exactement. Donc, c'est ça. en général, quand on est chef au McDonald's et quand on est chef dans un rrestaurant avec un certain Un club standing, de golf, c'est voilà, différent. on gère le stress d'une manière différente aussi. Exactement. Et j'avais quoi, 16, 17 employés Ah oui, à Ouais. gérer en plus en à dessous. gérer en plus. Ouais. Donc là, tu dis, ok, moi j'ai envie d'entreprendre. Mhm. Ta femme, elle t'encourage Oui. dans Ouais. ce côté-là, Mhm, ok. ce Et côté, puis ouais. du coup, tu dis, ok, let's go. T'as déjà ce petit restaurant poulet fusion un petit peu là. Mhm. Est-ce que tu dis, j'ai envie d'ouvrir mon établissement? Comment ça germe dans ta tête cette idée d'être entrepreneur? Parce que quand on veut être entrepreneur dans le milieu de la cuisine, il y a un milliard de choses à faire. On Oui, peut faire oui, du traiteur, oui. on peut faire de la pâtisserie, on peut faire une petite boutique où on vend des petits trucs d'épicerie fine, comme une genre de petite charcuterie, un petit peu Oui, machin. bien sûr, ouais. On peut faire un restaurant, on peut faire un milliard de choses. Est-ce que toi, ton idée à ce moment-là a été fixée? Quand tu dis, je vais faire de l'entrepreneuriat, je vais me lancer. Au départ, c'est ce que je voulais faire, une crêperie. Une crêperie. Ouais, faire des crêpes bretonnes. C'était mon trip au départ. C'est ça ce que je voulais faire. Ok.
Ce qui est pas bête parce qu'au final, quand tu regardes autour de toi, il y en a pas forcément. Et ce qui fait la différence, c'est surtout ça aussi. Quand tu vas dans un restaurant, bah, soit tu vas dans un énième restaurant, je sais pas, par exemple de poutine, on va prendre un exemple du Québec, tu vas dans un énième restaurant de poutine, sauf s'il est vraiment excellent ou qu'il y a des recettes un peu XY, un peu exotiques, on va se dire, ah bah lui ça vaut le coup, il se démarque des autres à ce moment-là. Ouais. Mais quand tu fais un truc qui a nulle part ailleurs, même si c'est pas terrible, en général, tu as toujours des curieux qui viennent. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, je cherchais une place dans un centre commercial. Donc, on est toujours à Gatineau à ce moment-là. Gatineau, ouais. À ce moment-là, je cherchais tout. C'était compliqué d'avoir de la place. Et même, je crois qu'une fois, j'ai trouvé le centre de l'Outaouais, j'ai trouvé une place, mais les conditions vraiment n'encourageaient pas. Je dis, bon, ok, c'est pas grave. Après, j'ai dit, mais ok, pourquoi ne pas foncer à Toronto? C'est une grande métropole et tout. Donc, je dis, Ottawa, Gatineau, c'est plus administratif. Ville, oui, très fédéral, ville dortoir et tout. Ouais. Donc, franchement, je ne vois pas en train de ok, j'ai l'idée de faire un restaurant français, une belle table, du bistrot, d'ailleurs, oui. Et du coup, quand j'arrive à Toronto, donc je lance le bistrot 92. J'étais Eglinton et Dufferin. Ok. Eglinton et Dufferin. Tout près du lycée français de Toronto. Mais là, c'est pas trop dur. Enfin, genre, tu viens tout seul, tu viens avec ta femme, parce que Toronto, c'est un grand changement. Parce qu'elle a son boulot, tout seul d'abord et tout. Voilà, j'ai de la famille, de la belle famille à Toronto. Ok, donc c'était pas non plus juste parce que c'était une grande ville et que tu disais, d'un point de vue business, ça peut être. Parce que point de vue business, c'était une grande ville. Mais il y avait aussi une certaine attache, tu avais 2-3 personnes, 2-3 têtes que tu connaissais, tu n'étais pas tout seul jeté dans la grande ville. Non, pas tout seul jeté, mais la tâche n'a pas pesé. J'aurais pu le faire. T'aurais pu, ok. Ouais, j'aurais pu le faire. Me connaissant, j'aurais pu le faire. Ça te faisait pas flipper, ça te faisait pas peur de te lancer un peu dans l'inconnu. Puis tu avais déjà un petit peu l'expérience canadienne depuis ces années-là aussi, c'est ça le truc. Ouais. Exactement, c'est ça. Donc, la seule différence, c'est que là, tout allait se passer en anglais, alors que jusqu'à présent, ta francophonie, c'était ça qui était... Bah oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Ça. Donc, le projet est monté. Malheureusement, je ne connaissais pas encore Toronto. Et l'erreur que j'ai faite, que je ne ferai plus jamais, même dans mes cours, quand je suis invité à parler de moi, je conseille aux futurs entrepreneurs de ne pas commettre la même erreur, c'est-à-dire faire l'étude de marché. En fonction de ce que tu veux proposer. Parce que, honnêtement, là où j'ai mis le bistrot 92, ce n'était pas sa place. C'était pas sa place parce que le voisinage, ce qu'on appelle le numéro, n'était pas. Ouais, ça ne se prêtait pas. Ne se prêtait pas. Non, c'était beaucoup plus un coin pour le fast-food, des choses. Ouais, c'était pas un quartier où ce genre de restauration allait être apprécié suffisamment. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, j'ai eu quand même de très belles revues. Lorsque je dois en ligne, voir le bistrot 92, j'ai quand même une très belle revue. Les gens venaient. Mais malheureusement, comme un client m'a dit une fois, c'est dommage parce que quelqu'un va faire garder sa lambeau pour venir manger un foie gras ici et sortir voir qu'elle est cassée. Tu vois, donc, quelle belle critique. Ben, après, le midi, j'avais quasiment tout le corps enseignant du lycée français qui venait parce que j'étais bien content de retrouver un style bistrot. Un petit goût de la maison, bah ouais. Un frites, sauce à l'échalote, sauce bordeaux à l'échalote. Donc, on va arrêter cette interview. Moi, j'ai la dalle, j'ai faim. Une crème brûlée, des profiteroles. Donc, du coup, je connais des choses sympas. Ouais. Des choses, petites tables et tout. Donc, malheureusement, ça n'a pas trop ça n'a pas eu le succès que ça aurait dû avoir. Exactement. Parce que, et du coup, j'avais des enseignants qui venaient manger le midi, donc il y en a qui se plaignaient un peu, des fournisseurs de repas qui étaient là. Mais ça me fait rire parce que ça a toujours été un gros problème. Ouais. Moi qui ai fait toute ma scolarité en France, oh là là, mais il y avait des fois, je disais à mes parents, mais faites-moi des sandwichs, arrêtez de payer la cantine, c'était nul. Ouais. Ils servaient des trucs... c'était pas terrible du tout. Et puis, c'est ça le truc, c'est que c'était des grosses cuisines. Moi, je crois, à l'époque, en France, c'était Advance. Je pense que c'était pas... Des grands groupes qui faisaient ça. Ouais, des grands groupes. Ouais. Oh, il y avait des trucs, c'était vraiment pas terrible. Les seuls trucs qui étaient sympas, je me rappelle, et
J'ai une trentaine d'années maintenant, donc ça remonte un petit peu, mais je me rappelle des semaines du goût. La semaine du goût. Et la semaine du goût, c'était sympa parce que pour le coup, je pense que c'était pas des gros trucs préparés de façon industrielle, ça devait être un peu plus fait dans les cuisines, fait maison. Ça avait plus de goût, je me rappelle même, il y avait des petits boissons d'eau à la grenadine, de l'eau à la menthe, juste histoire de... que voilà, d'un point de vue papy, ça change un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que même ici, en étant au Canada, les profs se plaignaient des fournisseurs, comme quoi ça a toujours été un souci. Ouais. Exactement. Donc voilà, il y avait constamment cette plainte-là. Un jour, le premier déclic qui vient d'où? Parce que j'ai mon premier fils, je crois à l'époque, il avait 4 ans. Il intègre l'école, il est avec moi. Donc, un soir, je prends toute la documentation qui est venue de l'école et tout. Je vois, je ne vais pas nommer le traiteur. On va rester discret. Voilà, le traiteur est encore là. Donc, je vois le menu, lundi à vendredi. Je vois lundi, je vois pogo. Mardi, je vois cheeseburger. Mercredi, je vois point de pizza. Ouais, rien d'équilibré. Oui, boulet de viande, macaroni ou spaghetti bien. Et ça se répétait ainsi, je dis bien. Que des féculents, que des trucs. Qu'est-ce que les enfants comme ça? Ouais. C'est ce que le pogo, là. Oui, là, le pogo, pour voilà. Une grosse farine, là. C'est ça, comme un genre de corn dog, là. Exactement. Donc, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on mange quand on va avoir un sport, un match. C'est ça que mon enfant va manger. Et que tu payes pour, surtout. Je paye pour, oui, que je paye pour. Je dis, ok. Ouais, là, il y a un problème. On dit qu'il y a un problème. Parce qu'en plus, c'est pas la nourriture que toi t'autorisais à servir à ton fils une fois à la maison. Exactement. Parce que les gens les gens qui à la maison ils achètent ces trucs-là, c'est exactement la même chose. Ils sont pas choqués parce que c'est la même chose. Oui, ou peut-être que eux ils mettent 3 brocolis en plus dans la semaine et puis c'est tout. Mais c'est ça. Quand tu te dis oh là là, mais là il y a rien qui va sur ce menu. Il y a pas une fleur, il y a une petite un petit truc qui fait que ce soit végétal ou quelque chose, il n'y avait rien, quoi. Quelque chose de plus élaboré, je sais pas. Plus élaboré, c'est mon problème. C'est trop de friture, ça. Trop de friture, c'est ça. C'est ça mon problème. Donc, une fois en passant, il n'y a pas de mal à ça. Oui. Une fois en passant, il n'y a pas de mal à ça. Donc, et le même soir, très curieux, je vais sur Google, j'essaie de voir un peu des fournisseurs de repas en milieu scolaire. Je constate que c'est quasiment les mêmes. Partout. Qu'ils ont limite le monopole, en fait. Ils ont le monopole. Donc, je vais très courageusement, je vais au lycée français, le proviseur de l'époque, je frappe à la porte, je dis, est-ce que je peux vous parler? Il dit, oui, voilà, donnez-moi vos repas chauds. Il me dit, pardon? Oui, je dis, vous n'êtes pas très content du fournisseur qui est là. Est-ce que vous me donnez une chance? Puisque les parents ne sont pas contents. Les professeurs ne le sont pas non plus. Les professeurs ne sont pas contents. Tous les professeurs sont chez moi. Et même les aides secondaires, ils ont le droit de sortir. Et ils venaient manger. Ils venaient manger à midi. Et du coup, certains parents se plaignaient. Parce qu'ils payaient et pour la cuisine et en plus... Pourquoi est-ce que d'autres ont la chance d'aller manger des bons repas à côté et pas leurs enfants? Ok. Donc là, tu dis, bon, il y a quelque chose à faire, clairement. Oui, il dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc, ils m'autorisent à livrer à l'école pour ceux qui commandent. Dans le secondaire, j'accepte. Forcément, toi, tu es un yes man. Il y a un fournisseur sur place, j'accepte, ok, je commence à livrer 10 boîtes, 5 boîtes, 15 boîtes tous les jours. Ça ne dérange pas, c'était à 2 minutes à pied. Oui, et puis de toute façon, tu étais déjà dans la cuisine. C'est pas comme si tu changeais de métier et que tu créais quelque chose. Exactement, c'est une continuité. C'est ça. C'est tout. Donc, je commence à le faire. Le proviseur très réticent. À la rentrée, la 2e année, je vais encore le voir, il est réticent. La 3e année, à 1 semaine de la rentrée scolaire, mon téléphone sonne. Il me dit, c'est le proviseur. Je dis, bonjour, monsieur le proviseur et tout. Il me dit, vous avez passé un bel été? Il dit, oui, et vous? Voilà. Il dit, est-ce que vous pouvez commencer lundi? On est jeudi, à peu près. Je dis, pardon? Il dit, oui, est-ce que vous commencez lundi? Je dis oui. Mais forcément, toi, tu dis oui. J'ai dit oui, et j'ai personne sur la main. Je n'ai pas d'employé, j'ai rien.
Il me dit, ok, prépare-moi une note, un menu et tout, pour envoyer aux parents. Je le fais le même soir. Le lendemain, j'envoie le menu, la note. Je dis, bon, la note, je l'envoie en format Word parce que s'il y a des choses à modifier, faites-le. Donc, il modifie la lettre et tout. Le menu, il ne touche pas. Il m'appelle après. Il me dit, ce menu-là, est-ce que tu penses être capable de le faire? Bah, toi, tu dis pas bien sûr que moi, je mangerai tous les jours. C'est ce que tu viens demander au lycée avec. Je dis, bah oui, bien sûr. Oui, tu n'as pas vendu du rêve. Ce que tu disais, c'était quelque chose que tu étais capable de faire, quoi. Oui, c'est ça. Donc, là, je n'ai que 2 jours. Donc, j'ai vendredi, samedi, bon, dans 3 jours, et dimanche. Ouais. Pour être prêt et commencer lundi. Donc, la communication est partie. Au bout de 3 heures, je crus que mon ordinateur allait exploser. Tellement tu recevais des emails dans tous les sens. Dans tous les sens qui rentraient. Le dimanche, à 10h, on avait à peu près 148 inscriptions. Un traiteur qui a depuis plusieurs années, qui faisait à peine 70. Encore 70 parce que les maternelles, c'était obligé de manger sur place. C'était les 5 et 7. Oui, les petits. Les plus petits, oui. 140 quelque chose. Je dis, mais comment je vais faire? J'ai pas de personnel, j'ai personne sous la main. Je fais comment, moi, pour... En plus, je proposais une salade, un plat, un dessert. Ok. Je fais comment, moi, pour produire tout ça pour 140 personnes, le lundi, mardi, parce que le mercredi, c'est journée pizza, lundi, mardi, jeudi, vendredi, 4 fois la semaine. Je dis, ok, j'appelle des potes. J'appelle, dis, bon, voilà, j'ai un problème, je dis, que vous soyez là. Pour demander de l'aide. Demander de l'aide, prêter main forte. Donc, du coup, toute la journée dimanche, c'est des achats. Heureusement, le pays où le dimanche est ouvert. Ouais, les achats, les réchauds, des contenants, mais tout dedans et tout. Donc, on achète tout. Je passe toute la nuit à produire. Je dis, revenez, mes amis, vous revenez le lendemain à 8h30. Et à 8h, on met tout en place. À 11h30, on est au lycée. On s'installe, on sert. C'est la folie. Et là, les gens, ils sont contents. Très contents. Et oui. Continue. Et ça fait bientôt, 7 ans que je suis au lycée français. C'était ma toute première école. Entre-temps, je commençais, il y a des appels d'offres, parce que si c'est pas appel d'offres, j'ai poursuivi des appels d'offres. Après, j'ai eu Toronto-Ouest, pas appel d'offres. Ainsi de suite, j'ai eu d'autres. Là, je suis rendu, à 12, 13 écoles. Et justement, comment ça t'est venu le nom de ton entreprise qui, je rappelle, ça s'appelle Kids Cuisine Santé. Santé, c'est important. Est-ce que justement, c'est ça que tu voulais mettre en avant, de montrer que toi, ce que tu proposais, c'était une autre façon de manger et que les enfants, voilà, manger sainement, ça veut pas dire manger et s'ennuyer dans son assiette. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses, c'est ça. Donc, du coup, je mettais vraiment l'accent sur la saine alimentation. Parce que moi, c'est très important. Ces enfants, parce que j'arrivais d'abord, le premier constat que j'ai fait quand je suis arrivé au Canada, l'embonpoint chez les jeunes. Je dis, c'est pas possible. Et puis cet accès aussi, cette abondance de fast-food, de friture, ce que tu disais. C'est très facile. C'est ça le problème. Ouais. Mais ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Vous avez un établissement comme celui-ci, à 2 minutes à pied, vous avez un Tim Hortons. Après, vous avez une pizzeria, après, vous avez un burger frites, après, vous voyez un peu ce que je veux dire, vous avez un poulet frit, tout ça. Et quand bien même s'il y a un restaurant avec quelque chose d'un peu plus healthy, un peu plus santé, ils vont pas aller là. Ils vont pas aller vers ça. Ils vont pas aller là. Ça, c'est clair et net. Le constat, je le fais tous les mercredis, parce que le mercredi, je fais des pizzas maison. Mais c'est des pizzas maison, c'est pas des pizzas tout pourries. Oui, mais ils sont. Oui, c'est des pizzas maison, on le fait nous-mêmes. Ouais. Mais ça change. Bah oui, ils sont contents. Il y a un monde fou. Et oui. Il y a un monde fou. Bah déjà, même quand c'est des pizzas pas très bonnes, il y a toujours du monde, mais alors en plus, quand elles sont bien faites. On le fait nous-mêmes parce que. Et c'est quoi ton best-seller, mis à part la pizza? C'est quoi le plat que tu mets au menu
Et à chaque fois, les jeunes, ils sont, oh là là, c'est trop bon, merci. Ah, je suis pas menti. Ah. Curieusement, je suis pas menti. Peut-être parce que ici, c'est un peu différent de la recette d'ici. Ici, il y a une recette un peu pareille ici. Je sais plus comment ça s'appelle pas pâté chinois? Pâté chinois, oui. Ouais. Ils mettent un peu de maïs, un peu de ketchup et tout ça. Non, je suis pas menti, classique. Et ça leur plaît. Ouais, ça leur plaît. Et comment aussi tu t'es dit, bon, moi je veux intégrer des trucs santé, je veux amener des légumes, je veux amener de la salade, je veux amener des desserts qui soient pas juste un truc que tu ouvres dans un sachet, des trucs vraiment faits maison. Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que les gens ils s'habituent et ils apprécient? Ou dès le début, vraiment, tu as eu que des encouragements et que les jeunes ils disaient, oh là là, merci, ça change, c'est trop bon maintenant? Non, dès le début, Ouais. oui. Je me rappelle, le premier jour, j'ai ouvert à Toronto West, je suis arrivé. Oh, it look like a TV. Oh my God. Tu vois, déjà, le setup était là. Waouh. Ouais, ça les change. Oui, ça les change. Et du coup, voilà. Ils sont à presser la salade, de plus en plus, que la salade, des légumes râpés, ils aiment bien. Mais par contre, si tu mettais un gros brocoli, un gros chou-fleur, ils vont pas. Ouais. Vont pas Faut manger. arriver à les séduire avec autre chose, quoi. Avec autre chose. Non, par exemple, tu fais par exemple, au menu, le poulet basket, je fais une sauce basket, mais je vais blinder comme une sauce tomate. Sauf que c'est bourré de légumes. Ouais. Mais dès que tu mets des morceaux de légumes, de poivrons et tout. Trop voyant, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour le faire manger de chou-fleur, c'est de la mousseline de pommes de terre avec des choux-fleurs en même temps. Je fais bouillir des choux-fleurs et de la pomme de terre, je fais une purée. Donc c'est ça un petit peu ta technique pour faire manger des légumes aux jeunes, c'est ouais. de mélanger, de mixer oui, pour mélanger, pour noyer le poisson, comme on dit. Exactement. Ok. Exactement. C'est le gros morceau. À part les carottes, ils ne vont pas toucher autre chose. Ah, les carottes, ça passe? Oui, les carottes, ça passe. Ouais, curieusement. Même des carottes râpées, il faut une râpée avec un peu de raisin, huile d'olive, citron dessus. Ça, c'est quelque chose qui passe bien. Ouais, j'aime ça. Alors, avant qu'on se quitte, Guy, si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui, comme toi, a la cuisine comme passion et qui a envie de venir au Canada et de se lancer parce que, voilà, il est peut-être, je sais pas, en Belgique, au Sénégal, en France, je ne sais où, dans un pays francophone, et qui se dit, moi aussi, j'ai envie, ça m'inspire ce que ce gars, il dit. Moi aussi, j'ai envie de faire autre chose parce que j'ai envie de voir ailleurs. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, comme toi, aurait envie de devenir cuisinier, chef dans un autre pays que le sien? Entrepreneur. Tout à l'heure, quand on commençait l'émission, tu as dit quelque chose de très juste, c'est-à-dire, très souvent, les gens pensent que investir ou alors devenir entrepreneur dans le monde du métier de bouche, c'est ouvrir forcément un restaurant. Ouais. On peut faire plein de choses. Ouais, c'est vrai. Je vis un jeune Français qui est en train d'ouvrir une crêperie au centre-ville. Il y en a qui fait que 300 par exemple. Ouais. Donc, il faut juste se dire, c'est quoi mon target? C'est quoi ma force? Et qu'est-ce que je pourrais ramener qu'il n'y a pas ici aussi, c'est ça? Il n'y a pas ici, voilà. Et une fois que tu es là, tu le fais bien. Travail, tu le fais bien ton travail. Je dis toujours, viser la perfection. Même si elle n'existe pas, en allant à la perfection, on obtient l'excellence. Ça, c'est vraiment une phrase qu'on apprend à l'école de cuisine, je pense. Parce que moi, je regarde les Top Chefs, les trucs comme ça, et c'est vraiment des trucs que ça me dit, ouais, ça, c'est le milieu de la cuisine, ça. Ben, ouais, oui, c'est ça. Parce que si vous voulez juste être moyen et faire votre bourguignon de façon moyenne, vous obtiendrez que quelque chose de dépassable ou de minable à la limite. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai vu des chefs faire de la purée de pommes de terre avec la farine. Et là, ton cœur saigne. Ben oui. Je peux faire prendre 2 heures de plus, acheter une bonne pomme de terre, chair bien ferme, l'éplucher, faire bouillir et faire ma purée de pommes de terre. Oui, parce que toi, tu as ce goût justement de faire bien, en fait, c'est ça? Non, il faut le faire bien, de toute façon. Quitte à le faire, il faut bien le faire. La concurrence est là. Il faut travailler, tu dois travailler. Donc, tu fais, peu importe ce que tu veux faire, peu importe où tu veux entreprendre, fais-le bien.
Fais le bien, n'aie pas peur des heures aussi. Professionnel, n'aie pas peur de faire des erreurs. Des erreurs et des heures aussi, parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement. Si on a peur des heures, aussi. c'est pas la peine. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Donc, si on a peur des heures, c'est pas la peine. Il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait, sinon, c'est pas la peine. Si on pense qu'à l'argent tout de suite, il n'y aura pas d'argent tout de suite. Il faut oublier ça. Donc ça, c'est ça ton conseil que tu donnerais, c'est se tourner vers l'entrepreneuriat, faire une étude de marché aussi pour savoir exactement où se lancer, dans quoi se lancer, histoire de se lancer dans les meilleures conditions, on va dire. Et puis se poser des bonnes questions. Ouais. Est-ce que je suis capable? Parce que très souvent, on ne se pose pas les bonnes questions. Ils ne font pas l'autocritique. Oui, ils partent d'une idée et puis ils se disent c'est sûr que ça va fonctionner. C'est ça. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? À sacrifier tes soirées, une vie sociale, une vie de famille, tes week-ends? Est-ce que tu es prêt? Parce que la santé mentale, c'est pas juste pour certaines personnes. Hein. C'est pour tout le monde, ça. C'est pour tout le monde, ça. Ouais. Et se sentir bien et à sa place, c'est important. C'est très important. Aime ce que tu fais. Donc, une fois que tu as répondu à toutes tes questions, tu peux te lancer librement. Eh ben, merci Guy pour ces super conseils. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, juste avant qu'on se quitte, ton site, où est-ce qu'on peut te retrouver, toutes ces petites informations-là? kidscuisinesanté.com, kids avec S, K-I-D-S, cuisinesanté.com. Donc, on a toutes les informations sur le site internet. Après, on a notre page Facebook qui est kidscuisinesanté.com aussi, Instagram aussi. Voilà, donc si vous voulez voir ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble de la vraie cuisine pour les enfants en milieu scolaire, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Guy Donguet. En tout cas, un grand merci d'être venu sur ton parcours, de nous avoir expliqué et puis de nous avoir donné faim aussi. Merci. La prochaine fois, n'hésite pas à venir avec une petite assiette sur le côté. Je penserai. Je penserai. Merci beaucoup Guy, c'était un vrai plaisir. Merci, plaisir partagé. Je rappelle que c'était Nos francophones ont du talent, un projet qui est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À très bientôt Guy Donguet. À très bientôt. Merci. Merci Choc FM.